et exposition. Est-ce que vous pensez que des gestes du quotidien qui peuvent vous sembler être anodins peuvent en fait avoir un impact sur votre santé? Par exemple, boire de l'eau. Les effets indésirables n'arrivent pas par l'eau. En fait, c'est qu'entre le moment où l'eau est traitée en usine puis le moment où on la consomme, il y a des composés qui peuvent s'ajouter à l'eau. Par exemple, le plomb. Puis, on sait que la consommation d'eau potable est une des principales sources d'exposition au plomb. En fait, selon l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a pas vraiment de seuil d'exposition qui peut être considéré comme étant sécuritaire. Une des raisons, c'est que le plomb est une neurotoxine. Puis, les personnes qui sont principalement vulnérables, ça va être les enfants et les femmes enceintes. Puis, il y a des études qui ont démontré que lorsque les enfants sont exposés au plomb, leur quotient intellectuel peut diminuer. Puis, c'est justement des enfants dont je veux parler aujourd'hui. Pour une partie de mon doctorat, j'ai décidé de mesurer les concentrations de plomb auxquelles les enfants peuvent être exposés par la consommation d'eau potable dans des grands bâtiments comme des écoles. J'ai donc élaboré un protocole d'échantillonnage qui nous permet de comprendre comment les concentrations de plomb vont varier à l'intérieur d'une école. Donc, on est allé dans plusieurs grands bâtiments. On a mesuré le plus de points de consommation d'eau potable possible, donc des robinets, des fontaines, puis les robinets qui se trouvent dans les salles de classe. Puis, on ne s'est pas contenté de prélever un seul échantillon à chaque point de consommation. On en a prélevé plusieurs. Donc, on a commencé par prélever un échantillon après une stagnation d'une nuit. L'idée, c'était de voir la première personne qui va arriver dans un bâtiment va boire quelle quantité de plomb. Par la suite, on a laissé l'eau couler pendant 30 secondes, puis pendant 5 minutes. C'est un peu comme si on prenait un groupe d'enfants, on les mettait en file à la fontaine, puis on voulait savoir qui va boire le plus de plomb. Ensuite, on a attendu 30 minutes, puis on a laissé l'eau stagner. En fait, ça nous permet de voir si les enfants vont à la récréation, ça va être quoi la quantité de plomb qu'ils vont boire en revenant. Donc, ce qui est ressorti de tout ça, c'est que peu importe si on laisse stagner l'eau pendant 30 minutes ou pendant toute une nuit, on peut être exposé à des concentrations de plomb qui vont être au-dessus des normes. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que si on laisse couler l'eau, les concentrations de plomb vont diminuer parce que c'est souvent le robinet en tant que tel qui est problématique. Donc, de tous les petits-enfants qui sont en file, c'est probablement le dernier qui va boire le moins de plomb. L'autre bonne nouvelle, c'est que lorsque l'eau qui alimente l'école n'est pas très agressive, on a peu de risques d'avoir des concentrations élevées de plomb. Par contre, le défi dans tout ça, c'est de savoir quel robinet qui va être problématique dans chaque école. Parce que les concentrations de plomb au robinet vont dépendre d'une multitude de facteurs. Par exemple, le temps de stagnation, le type de robinet, la présence de soudure. Donc, on ne peut pas aller dans une école, prendre un échantillon, puis se dire que ça va être la même concentration de plomb qu'on va mesurer partout, en tout temps. Donc, l'objectif de mon doctorat, c'est que nos enfants soient exposés à des concentrations de plomb le plus faibles possible. Puis, dans un monde idéal, ce serait que les réseaux de distribution d'eau potable dans les écoles n'exposent pas du tout nos enfants au plomb.